Parmi les paysages les plus sauvages auxquels je me suis frotté partout sur la planète, émergent quelques préférences, au sommet desquelles figure une île qui me fascine. Un nid de galets posé par les tempêtes et par les courants sur un socle de granit. Par quel miracle cet esquif, parfois traversé par les tempêtes, n'auront-ils pas ces amarres? Comment la vie a-t-elle pu s'accrocher, se développer et se maintenir alors que rien ici ne semble fait pour l'accueillir? Voilà pourquoi je reviens souvent sur cette île pour tenter de trouver des réponses à ces questions. Pour me rejoindre, cap à l'ouest, plus exactement à l'extrême ouest, au bout de la Bretagne, bien au-delà de Brest et d'Audierne, à 8 km au large de la pointe du Raz, au beau milieu de la chaussée de Saints. Nous déambulerons sur 56 hectares, balisés par quelques-uns des plus prestigieux de nos phares. Au nord, Thévenec, au sud, Le Chat, à l'est, La Vieille et à l'ouest, Armennes. L'île de Saints est l'ultime prolongement de la Terre dans l'Atlantique. Son vis-à-vis est la pointe du Raz, qui est sans aucun doute la plus spectaculaire des pointes du Finistère. Et les oiseaux de mer ne s'y trompent pas. Ils savent que dans ce tumulte où la mer, le vent et la terre se disputent la première place, ils seront les seuls à trouver la quiétude qui leur permettra de se reproduire et d'élever leurs jeunes. Toutes ces roches découpées, déchiquetées, triturées par l'océan, dont certaines sont en quasi-permanence recouvertes de remous, d'écume et de crêtes d'eau, font partie du massif armoricain. Il s'agit de roches cristallines, pour l'essentiel de granit du primaire. Quant au plancher sous-marin qui prolonge la pointe vers l'ouest, duquel émerge l'île de Saints, il est également constitué de granit. Sa faible profondeur en fait un danger pour la navigation et pas seulement en période de tempête. Quel est l'impact des tempêtes, ou pour le moins des vents forts, sur le paysage de l'île de Saints? Le village tourne le dos au vent dominant d'ouest et il s'ouvre vers le soleil. Le port, déjà très bien protégé entre ses digues, semble encore beaucoup plus en sécurité devant le village qui s'oppose au vent. Mais qu'en est-il de la végétation alors que je ne vois pas d'arbres à l'horizon? Mais Delphine, pour quelles raisons les arbres sont-ils absents de l'île de Saints? Saints est une île sans arbres car elle est battue par les vents. Et la végétation qui s'y développe est une végétation rase qui a dû s'adapter à ce milieu plutôt hostile. Et la végétation qui a pu s'y développer est une végétation qui a su s'adapter à la fois au vent et aux embruns, au sel, par différents subterfuges. Certaines ont des feuilles très grasses, comme la Christe marine, qui retient
l'eau pour pouvoir croître. Ou d'autres ont des racines pivotantes, comme par exemple le pavot cornu, ce qui lui permet à la fois de résister à l'assaut du vent, puisque cette plante croît essentiellement sur les galets. Est-ce que cela signifie que si je prends par exemple une armérie ou un silène, parce qu'il y en a ici effectivement, je les déterre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je les transporte sur le continent et je les installe dans un milieu qui se trouve très loin du sel, ça veut dire que ces plantes-là auront du mal à se développer? Effectivement, ces plantes sont inféodées au milieu littoral, elles ont besoin de cet environnement pour croître et se développer, elles ont besoin du sel, ce qui est une contrainte pour les autres, ne l'est pas pour elles et elle est même vitale. Delphine, et les hommes dans tout ça, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'accrocher sur cette île? Les hommes, comme pour la faune et la flore, ont pu se maintenir sur l'île de Sein au prix d'une grande ingéniosité. Donc deux principaux problèmes, notamment sur une île. Le vent d'abord, pour les cultures, et puis le problème de l'eau potable. Donc pour les cultures, son ingéniosité a consisté à construire un petit maillage de murets de pierres sèches, donc à l'abri du vent, l'avoine, la pomme de terre poussent très bien. Et puis pour l'eau potable, l'eau douce, sur l'île de Sein, on a la chance d'avoir une nappe d'eau douce. Donc là encore, ingéniosité qui a consisté à écrémer l'eau douce qui était en surface de cette nappe pour pouvoir approvisionner l'île. Ces îles sont des îles habitées, elles le sont depuis des millénaires et donc l'homme a toute sa place sur ces îles. Toute la problématique consiste à concilier activité humaine et préservation de cet environnement qui est totalement extraordinaire, qui a également pour toute la mer d'Iroise et en projet pour l'île de Sein le label de l'UNESCO de réserve de biosphère. On ne conserve pas les murets parce qu'il faut conserver les murets, mais parce qu'ils sont une trace de l'histoire et de l'activité de l'homme, pour effectivement bien montrer que l'homme a toute sa place et qu'il a contribué à façonner ce territoire. Nous sommes en basse mer, le coefficient est de faible importance et pourtant nous avons l'impression qu'il est possible de rejoindre le continent à pied. Alors évidemment, ce n'est qu'une impression, qu'une illusion, mais ce fut le cas il y a grosso modo 18 000 ans, lorsque le niveau de la mer était environ 120 mètres en dessous de son niveau actuel. À cette époque, bien entendu, l'île de Sein, comme un très grand nombre d'autres îles bretonnes, n'était que des buttes ou des collines qui dominaient des paysages beaucoup plus bas. Pourquoi le paysage a-t-il changé depuis cette époque? En fait, c'est très simple. Il y a 18 000 ans, c'était la dernière période glaciaire. Elle était même en pleine activité. À cette époque, des masses énormes d'eau étaient stockées sur les continents, dans l'hémisphère nord, sous forme de glaciers. Progressivement, le réchauffement s'est mis en route, un réchauffement global, complètement naturel, celui-là. Les glaciers ont fondu, ils ont libéré de l'eau, et bien cette eau, on la retrouve aujourd'hui dans les mers et dans les océans. Par sa formation géologique, l'île de Sein fait partie des îles Basses. Elle ne s'élève, hormis quelques rochers, qu'à 1,50 m au-dessus des flots. Voici donc quelques détails. La chaussée de Sein prolonge vers l'ouest les formations géologiques de la pointe du Raz. Il s'agit en fait d'une plateforme réduite en grande partie immergée, dont le point le plus haut, situé dans l'est de la chaussée, est l'île de Sein elle-même.
Mais l'île de Sein résulte également d'une succession d'accumulations de galets qui s'appuient sur des pointements rocheux. Or, l'étroitesse de la plateforme de Sein n'a jamais permis la mise en place d'accumulations importantes. Ici, chaque galet a donc son importance. Dès que l'on passe sous la surface de l'eau, on réalise très vite d'une part que l'île est bel et bien constituée d'une accumulation de galets posés sur du rocher, mais aussi et surtout que cette couche de galets est relativement mince. Du coup, l'édifice apparaît beaucoup plus fragile, et c'est un fait. L'île de Sein vit en équilibre entre deux mondes, l'eau et le minéral, et un élément perturbateur, le vent, qu'il est impossible d'oublier. Ces rochers qui crèvent la surface de l'océan justifient la crainte des navigateurs qui approchent de l'île. Mais le fait qu'ils entourent le rivage à la manière d'un bouclier sur lequel se brisent les vagues freine puissamment l'action de l'érosion. L'île de Sein n'existerait probablement pas sans ces rochers. En fait, ces rochers servent également de reposoir aux oiseaux migrateurs, dont la plupart utilisent l'île de Sein et son environnement rocheux comme autant de points de repère pendant la migration. Mais heureusement, elle n'est pas un simple point posé sur la carte des oiseaux migrateurs, elle est aussi, grâce à son immense estran, un véritable paradis pour ces voyageurs au long cours qui trouvent là repos et nourriture. Qu'est-ce que tu observes de beau là, Denis? Là, j'observe des libicoles. Ils sont déjà en train de redescendre. C'est à pleine période disons, le début de la grande phase de migration post-nuptiale. Courant juillet, même début juillet, on a les premiers migrateurs qui arrivent des pays scandinaves vers de Sibérie, qui font une halte migratoire dans les zones favorables à se refaire reprendre des forces pour le long trajet qui va les mener jusqu'en Afrique, voire équatoriale. Qu'est-ce qu'on a là parmi Alors là, on observe des tourne-pierres à collier qui sont caractéristiques des zones plutôt caillouteuses. Alors si on avait un peu l'oreille un peu plus fine, on les entendrait soulever les petites pierres pour essayer de récupérer quelques petites crevettes en dessous. Donc ils se nourrissent principalement dans les zones caillouteuses. Autrement, j'aperçois une petite bande de bécassos variables. Là, ils sont plus sur la vasière. Ils se nourrissent de vers et des invertébrés marins également. Ici, on peut apercevoir des grands gravelots, facilement reconnaissables avec le collier noir qu'ils ont sur un plastron blanc. Il y a du triépi aussi. Il y a l'utriépi également, donc lui facilement reconnaissable également. Il est noir et blanc, comme son nom l'indique. Et il a des pattes rouges et un bec rouge. L'estran pour les oiseaux migrateurs, c'est pas seulement un point posé sur une carte, c'est aussi un véritable paradis. C'est plus qu'un paradis, c'est même un domaine vital. Donc ils ont un rythme tidal donc, en fonction de la marée. Donc la marée haute, ils se réfugient sur des reposoirs. Il y a toujours un petit rocher qui émerge sur fond de mer.
Et dès que la marée descend, ils commencent à avoir une activité d'alimentation. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné de la concurrence entre eux? Ils vivent exactement dans le même biotope, mais on voit très bien, d'après la longueur du bec et la hauteur des pattes, qu'ils ne se nourrissent pas exactement au même endroit. Les gravelots, là, ils sont plus sur les zones plus sèches, vu leur petit bec et les courtes pattes. Bécasseau, bec plus long, pattes un peu plus hautes, et jusqu'au courlis, qui a un bec très long et incurvé, où il peut fouiller entre les goélands et enfoncer son bec dans la vase. Donc ils ne rentrent pas directement en compétition alimentaire entre eux. Sur les îlots qui émergent de la chaussée et parfois même sur les côtes de l'île de Sein, où alternent affleurements rocheux et plages de sable, il n'est pas rare de rencontrer le phoque gris. Diurne, social, il se tient généralement en petits groupes. Pour se reposer, il s'installe sur un rocher ou reste à la verticale, dans l'eau, dans la position du bouchon. Sa présence n'est pas bien vécue par les pêcheurs qui le considèrent comme un concurrent. C'est effectivement un concurrent puisqu'il se nourrit de poissons. Mais le phoque tape dans toutes les espèces, y compris dans les espèces peu intéressantes commercialement, comme le mulet. Ces bateaux prélèvent des algues à l'aide d'un Scooby-Doo. Il s'agit en fait de grandes algues laminaires qui représentent d'ailleurs pour l'écosystème marin l'équivalent de nos forêts sur le domaine terrestre. Alors quelles sont les conséquences de ces prélèvements sur le milieu naturel? La meilleure façon de le savoir, c'est d'aller voir. Je vais être accompagné par deux spécialistes de l'écosystème marin, ça tombe bien, et nous en profiterons pour faire un petit bout de randonnée palme-au-pied sur les côtes de l'île de Sein. Est-ce que la méthode des Scooby-Doo est une bonne méthode pour récupérer, pour aller sortir de la mer ces laminaires? Mais c'est surtout une méthode efficace. Avant, ancestralement, les laminaires étaient récoltés du bateau et à la main. Toujours avec cette même idée d'arracher l'algue à partir de son stipe. Et maintenant, avec les goémoniers modernes, c'est un Scooby-Doo mécanisé. C'est-à-dire qu'il va entourer les stipes des laminaires, les regrouper et les arracher, pour ne garder que la partie haute de l'algue. Et c'est pas trop destructeur au niveau du fond marin? Mais le Scooby-Doo ne touche pas le fond. Il accroche l'algue au niveau de son tronc, de son stipe. On ne peut pas dire qu'il y a un impact au niveau de cette sous-strate de laminaire qui, du coup, n'est pas impactée. Comment se répartissent les espèces sous la surface de l'eau? Alors, comme en montagne, comme sur l'estran, les conditions environnantes vont stratifier les espèces à partir du moment où on franchit la surface. Et c'est la lumière qui va être le premier facteur régissant l'organisation de ces espèces. Les grandes algues brunes vont se répartir en ceinture de la surface
jusque ici à l'île de Sein, environ 20-25 mètres. À partir de 25 mètres, les champs de laminaires vont commencer à disparaître et vont laisser place à d'autres peuplements. La place qu'occupent les espèces est définie par les conditions environnantes. Les gorgones, les alcyons, les roses de mer, et toutes ces espèces-là ont une place bien définie qui correspond à leurs exigences écologiques. La tolérance à la lumière, la tolérance au courant, la tolérance aux vagues. Et c'est tous ces facteurs qui régissent l'organisation des espèces le long d'un tombant comme celui que nous voyons aujourd'hui. Quel est d'après toi l'avenir de cette biodiversité qui entoure l'île de Sein? Mais l'avenir ne peut être que formidable. Les moyens de gestion de cette biodiversité doivent être en accord avec les principes de l'île, avec la façon de vivre des Iliens, avec leur utilisation du milieu. Et toute cette richesse est la conséquence de la préservation ancestrale par les habitants de l'île. Ça y est, tu repars? Ben, tout à l'heure à la pleine mer, ouais, j'attends l'heure de la pleine mer, c'est à 9h. Et tu vas où? Oh, je vais du côté de la chaussée, là, un peu dans le Suroît. En ce moment, on pêche dans le profond. Qu'est-ce que tu pêches? Le bar et le lieu jaune. Dis-moi quand même, quand on survole la chaussée de Sein, on est quand même très impressionné par tous ces mouvements d'eau, par ces déferlantes. Est-ce que ça ne te pose pas trop de problèmes? Moi, depuis mes 15 ans que je pratique l'endroit, pour moi, c'est un jardin, quoi. C'est un gentil jardin où il faut quand même faire très attention. Disons pour nous, habitués, on doit faire attention à la routine. Finalement, c'est là que se trouve le danger. On a l'impression que le bateau va tout seul partout et on a l'impression de se laisser aller et c'est souvent par routine qu'on risque l'accident. Comme tu le sais, j'aime beaucoup l'île de Sein, j'y viens souvent. Et la plupart du temps, je suis brossé par le vent et les nuages passent à ras de l'île. Et là, aujourd'hui, c'est tout le contraire, en fait. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de transparence. Ah bah ici, c'est toujours comme ça. Ici, c'est le paradis des peintres. Tous les peintres qui viennent à l'île de Sein, ils le disent, on ne trouve pas une lumière aussi belle ailleurs. Je sais pas, c'est les peintres qui le disent, moi je sais pas. C'est la mosaïque de milieux qui se répartit à l'échelle de la planète, dans les montagnes, les forêts, les déserts, les steppes, jusque sur les plus petits atolls aux confins du Pacifique, qui révèlent et matérialisent la véritable richesse de la Terre. Mais au-delà du tangible, n'existe-t-il pas une autre richesse dont nous sommes les seuls héritiers? Eh oui, la conscience. Ne faudrait-il pas rechercher les réponses à tout ce qui concerne la sauvegarde de la biodiversité et le devenir de l'humanité dans cette direction?